Nous voici donc à notre seconde leçon qui va s'occuper de certaines opérations que l'on peut définir sur les parties d'un ensemble donné. Auparavant, je voudrais rappeler qu'il existe un document d'accompagnement pour cette série d'émissions que l'on peut se procurer comme il a été indiqué à la première leçon. Je rappelle que dans notre première leçon, nous n'avons pas fait grand-chose, nous avons parlé de la notion d'ensemble, sans toutefois la définir d'une façon entièrement rigoureuse, et nous avons défini ce qu'il faut entendre par partie ou sous-ensemble d'un ensemble donné. Prenons donc un ensemble grand E et une partie A d'un tel ensemble, ce que nous avons noté en nous servant de ce signe qui représente la relation d'inclusion A est une partie de E. Nous avons aussi considéré l'ensemble de toutes les parties de E que nous avons notées P de E. Et par conséquent, j'ai une seconde façon d'écrire que grand A est une partie de E en écrivant que grand A appartient à P de E. Si on comprend parfaitement ces deux choses qui viennent d'être écrites, eh bien, on comprend la leçon qui a été faite la dernière fois. Évidemment, c'est très abstrait, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ce qu'était l'ensemble E, ni ce qu'était l'ensemble grand A. Mais justement, il faut s'habituer à ce genre d'abstraction. Ce qui nous intéresse, c'est un ensemble E donné, mais à part cela quelconque, et une partie, elle aussi quelconque, d'un tel ensemble. Cependant, pour aider un peu notre imagination, on a dit la dernière fois qu'on pouvait donner une représentation symbolique, grossière, de ces notions, en considérant l'ensemble grand E comme représenté par des points situés à l'intérieur de ce contour 1, et la partie A de cet ensemble étant de même constituée, représentée par des points à l'intérieur de ce contour A. Si je prends la seconde interprétation, j'aurai à considérer l'ensemble des parties de 1, et alors, ma partie grand A sera figurée par un point de cet ensemble des parties de E. Autrement dit, étant donné un élément X appartenant à E, nous avons une alternative qui est la suivante, ou bien cet élément X appartient à la partie A, ou bien cet élément X n'appartient pas, ce que j'écris en barrant la relation d'appartenance, ou bien X n'appartient pas à l'ensemble A. Eh bien, l'ensemble des éléments de E qui vérifient cette propriété, qui n'appartiennent pas à la partie A, définissent donc une nouvelle partie de l'ensemble E qu'on appelle le complémentaire de l'ensemble grand A dans l'ensemble E. Je vais couvrir de hachures, ici, justement, cette partie du contour où doivent se trouver des ensembles, des éléments qui appartiennent à grand E sans appartenir à grand A. Je représenterai cette partie en mettant un trait au-dessus de A, un bar. C'est une notation un peu ambiguë, un bar, parce que c'est par rapport à l'ensemble 1 que nous considérons les éléments X qui n'appartiennent pas à grand A. Une notation correcte, ça serait d'écrire le complément par rapport à grand E de l'ensemble A.
Et c'est cet ensemble que je viens de représenter par A bar, qui est tout de même plus facile à écrire. Autrement dit, je viens de donner une définition, un élément X appartiendra à cette partie A bar, c'est-à-dire au complément de A dans 1, si et seulement si, ce que je vais représenter par cette double implication, si et seulement si X n'appartient pas à grand A, et bien entendu, toutefois, X appartenant à grand E. Il en résulte alors une chose, c'est que j'ai ici X n'appartenant pas à grand A est équivalent logiquement à X appartient au complément de A dans E, à A bar. Et par conséquent, dans mon alternative, ici, les éléments qui n'appartiendraient pas au complément de A seront précisément les éléments qui appartiendraient à A. C'est-à-dire que le complémentaire du complémentaire, c'est la partie de départ. Ce que je peux écrire de la façon suivante, soit en me servant de cette notation, le complémentaire de A bar, c'est-à-dire le complémentaire du complémentaire de A, c'est A lui-même. Ou bien encore, si vous voulez, si je prends le complément du complément, eh bien, je retrouve le sous-ensemble initial. À toute partie A de l'ensemble E, on peut donc faire correspondre, ce que j'indique par cette notation, on peut faire correspondre une seconde partie, disons le complémentaire de A, bien entendu par rapport au référentiel 1, et si je pars de ce complémentaire de A, il lui correspondra la partie initiale. C'est-à-dire, si vous voulez, pour nous résumer, les parties d'un ensemble vont par deux. À chaque fois, on trouve la partie et la partie complémentaire. Est-ce vrai dans tous les cas? Par exemple, si je prends comme partie de 1 l'ensemble E lui-même, quel est le complémentaire de E par rapport à E? C'est-à-dire, quels sont les éléments de E qui n'appartiennent pas, c'est-à-dire les éléments de E qui n'appartiennent pas à E. Il n'y en a pas, c'est-à-dire que le complémentaire de E, c'est l'ensemble vide. Vous vous souvenez qu'on a fait comme convention, justement, celle-ci, que la partie vide est un ensemble qui est une partie de tout ensemble donné. Bien entendu, à l'envers, le complément de l'ensemble vide dans 1, et c'est justement là où la notation est ambiguë, parce qu'on ne voit pas par rapport à quel référentiel on ferait le complément ici. Bon, si nous avons en tête l'ensemble E, inversement, le complément de l'ensemble vide dans E, c'est l'ensemble E lui-même. Eh bien, nous n'avons pas pris d'exemple, nous sommes restés entièrement sur le plan de l'abstraction. Il serait peut-être bon maintenant, tout de même, d'être un tout petit peu plus concret. Et je vais prendre comme exemple, on va prendre l'autre tableau pour avoir bien de la place. Nous allons prendre un ensemble fini, composé de 3 éléments, et nous allons regarder comment les parties de cet ensemble vont ainsi 2 par 2. Je prends donc mon ensemble 1, composé des 3 éléments distincts A, B, C. Vous vous souvenez que dans la dernière leçon, on avait écrit la liste complète de toutes les parties de cet ensemble. Bon, on peut d'abord partir de l'ensemble E lui-même, puis ensuite enlever un élément pour ne conserver donc que 2 éléments, ça nous fait ces 3 parties, puis ensuite enlever encore un élément, voici, ici A et ici B, et enfin ne conserver aucun élément, c'est-à-dire l'ensemble vide. Nous avons ici donc un ensemble, et je pourrais mettre une grande accolade pour montrer qu'on a affaire à un ensemble, qui est justement l'ensemble des parties de E, dont tous les éléments sont eux-mêmes des ensembles, bien entendu.
Eh bien, ces parties vont par deux. Le complémentaire de E, évidemment, c'est l'ensemble vide. Le complémentaire de l'ensemble AB, c'est l'ensemble formé de l'unique élément C. J'ai mis les uns en dessous des autres, ici, des parties qui étaient précisément complémentaires. On me dira encore que cet exemple n'est pas très concret parce qu'on ne sait pas ce que c'est que petit a, petit b et petit c. Alors, prenons un exemple parfaitement concret. C'était notre premier exemple de la dernière leçon, savoir l'ensemble des auditeurs patients de secours. Eh bien, on peut prendre différentes parties dans cet ensemble d'auditeurs. Par exemple, considérer les auditeurs qui sont mineurs, les auditeurs mineurs légalement, c'est-à-dire qui ont moins de 21 ans jusqu'à maintenant. Bon, eh bien, soit grand E, l'ensemble des auditeurs, grand A, la partie des auditeurs constituée par les auditeurs mineurs, la partie complémentaire, que je pourrais désigner par A-bar, c'est donc l'ensemble des auditeurs majeurs. Ici, les mineurs, et ici, les auditeurs majeurs. Si je prends, toujours dans mon ensemble E, si je prends la partie B, qui serait l'auditoire féminin, eh bien, le complémentaire de cette partie, B bar, ça sera donc l'auditoire masculin. Prenons un exemple plus mathématique. Prenons, dans l'ensemble des entiers naturels, grand N, prenons l'ensemble des nombres pairs. L'ensemble des entiers naturels, si vous vous souvenez, c'est l'ensemble donc qui contient tous ces nombres qu'on ne peut pas tous écrire, et c'est pourquoi ici on met des petits points. Eh bien, on a déjà considéré une partie de cet ensemble, savoir la partie formée des nombres pairs, c'est-à-dire 0, 2, 4, etc. Disons 2n, c'est-à-dire tous les multiples de 2. Le complémentaire de cet ensemble dans grand N, c'est donc les nombres qui ne figurent pas parmi cette liste des nombres pairs, c'est-à-dire ce sont les nombres impairs. Alors les nombres impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, etc. C'est aussi, disons, 2n plus 1 pour marquer un élément général de cette seconde partie. Eh bien, vous voyez ici que cette partie de l'ensemble grand N qui est infini, cette partie est infinie, et le complémentaire est également infini. Ce n'est pas nécessaire. Posons-nous la question suivante. Quel est précisément, par rapport à cet ensemble grand N, quel est le complémentaire de l'ensemble réduit au nombre 0? Eh bien, c'est donc une partie qui a un seul élément, et évidemment, le complémentaire de 0, ce sont tous les entiers naturels autres que 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc., n, etc. Donc, le complémentaire d'une partie finie est nécessairement infini, mais le complémentaire d'une partie infinie peut être fini ou non. Je vais terminer ces considérations simples sur les parties d'un ensemble en vous faisant remarquer une dernière propriété. Si j'ai deux parties d'un ensemble, grand A et grand B, et que A soit inclus dans B, si je considère les complémentaires, B bar et A bar, il va y avoir également une inclusion, mais dans l'autre sens. Quand on va passer au complémentaire, l'inclusion va se renverser. De même que lorsque l'on change les nombres Z de signe, on trouve un ordre qui se renverse. Je ne ferai pas une démonstration de cette propriété. Vous pourrez la regarder sur un schéma, ou bien vous pouvez en chercher une démonstration abstraite. Je crois que la démonstration, de toute façon, est extrêmement simple, et je me permets de vous la laisser découvrir. Bon, nous allons reprendre alors l'autre tableau, et nous allons passer à une seconde question, c'est-à-dire celle de l'intersection de deux parties d'un ensemble.
Alors cette fois-ci, je vais choisir deux parties, grand A et grand B, d'un ensemble E, et je vais chercher à construire, à partir de ces deux parties, une troisième partie de la façon suivante. Soit donc grand A et grand B, deux parties d'un ensemble E. Si je veux reprendre la même schématisation que tout à l'heure, je peux aussi ici écrire A appartient à l'ensemble des parties de E, B appartient à l'ensemble des parties de E. Si on pense qu'il s'agit ici de quelque chose qu'on ne voit pas bien, parce que c'est un peu abstrait, mais c'est volontairement que c'est abstrait, bien entendu, alors on peut s'aider du petit schéma de tout à l'heure. Voici mon ensemble grand E, qu'on appelle quelquefois le référentiel, par rapport auquel on va faire toutes les constructions. Je représente par conséquent ici, voilà, par une pomme de terre grand A, la partie grand A de E, et par une autre pomme de terre, ici, la partie grand B de E. Ou bien, si j'emploie ma deuxième représentation, si j'ai ici l'ensemble des parties de E, j'aurai ici un point qui représentera la partie A, un point qui représentera la partie B. Eh bien, je me propose de construire à partir de ces deux parties, grand A et grand B, une troisième partie, en la définissant de la façon suivante. Cette troisième partie, qu'on va appeler grand C, sera constituée par les éléments qui seront communs à la fois aux parties grand A et grand B. Les éléments communs aux deux parties. La région où se trouvent les éléments communs à ces deux partie est parfaitement visible et je la montre ici en la couvrant de hachures. Et je vais tout de suite dire la façon de la noter. Cette partie commune, on l'appelle, on la désigne de cette façon-là. Elle est construite à partir de A et de B et ceci représente en quelque sorte une opération qu'on fait sur les deux parties pour obtenir cette troisième partie grand C. Comme j'ai dit que c'était la partie formée des éléments communs aux deux parties grand A, grand B, bien entendu, A inter B, on lit en effet cette relation sous cette forme, est la même chose que B inter A. Autrement dit, ma définition de l'intersection est la suivante. Définition, un élément X appartiendra à A inter B, ce qui est la même chose que B inter A, si et seulement si, et voilà où est ma définition par conséquent, si et seulement si X appartient à A et en même temps, simultanément, X appartient à B. Autrement dit, ma construction, mon opération sur les deux parties reproduit ici cette conjonction et, n'est-ce pas, est basée sur cette conjonction des deux propositions X appartient à A et X appartient à B. Nous touchons ici la logique dont je ne voudrais cependant pas trop parler dans ce cours. Mais c'est inévitable puisque nous trouvons ici cette conjonction. Maintenant, est-ce que j'ai ainsi défini toujours pour toute partie A et B, est-ce que j'obtiens bien une partie grand C? Eh bien, il y a des cas, effectivement, où il n'y a pas d'éléments communs à grand A et à grand B. Mais comme nous avons introduit l'ensemble vide, ceci n'est pas gênant. Si nous avons le dessin suivant de deux parties de E qui n'ont pas d'éléments communs, ce qu'on peut montrer de cette façon-là, on dira que l'intersection de ces deux parties est la partie vide. Et on dit que ces deux parties A et B sont alors disjointes. On voit ici l'intérêt qu'il y avait à considérer la partie vide. Ça nous permet de dire que l'opération d'intersection est définie pour toutes les parties, pour tous les couples de parties d'un ensemble donné.
Alors il faut bien comprendre ce que nous venons de faire. Nous venons donc de trouver, quels que soient les parties grand A et grand B, donc quels que soient les éléments des parties de E, nous venons de faire correspondre à ce couple AB un troisième couple, c'est-à-dire une troisième partie, grand C, l'intersection de A et de B. Exactement de la même façon qu'on définit des opérations sur les entiers naturels, par exemple, en faisant correspondre à deux entiers naturels leur somme. L'opération d'addition, ici, nous avons, non pas sur des nombres, mais sur les parties d'un ensemble, nous avons également une opération qui, à deux parties, fait correspondre toujours une troisième partie. Eh bien, nous allons rapidement écrire quelques propriétés de cette opération d'intersection. D'abord, est-il possible que se produise ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire l'intersection de deux parties qui seraient vides? Eh bien oui, parce que si je cherche précisément l'intersection de A avec le complémentaire de A, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à la fois à grand A et au complémentaire de A. Par définition même du complémentaire, ces deux parties n'ont aucun élément commun, c'est-à-dire qu'on aura toujours l'intersection de la partie A et de la partie vide, la partie complémentaire qui sera vide. Grand A et son complément sont deux parties disjointes. Cherchons des opérations particulières. Que se passe-t-il quand on cherche l'intersection d'une partie A avec elle-même? Ça revient donc à chercher les éléments qui sont à la fois communs à A et à grand A. Ça a l'air d'une plaisanterie et on voit tout de suite la réponse. Il s'agit donc précisément de la partie grand A elle-même. Cherchons au contraire l'intersection de A avec l'ensemble vide, les éléments communs à grand A et à l'ensemble vide. Comme l'ensemble vide ne contient aucun élément, par conséquent, la réponse, ça nous donne ici l'ensemble vide. Si je cherche l'intersection de A avec l'ensemble plein, au contraire, c'est-à-dire le référentiel grand E, je n'impose aucune condition aux éléments de A en disant qu'ils doivent appartenir à E, puisque précisément les éléments de A appartiennent à E. Autrement dit, je trouve ici comme intersection grand A. Eh bien, il y a encore une chose qui est évidente, c'est que l'intersection de A et de B, si A et B sont deux parties, étant constituées des éléments communs à A et à B, appartiennent nécessairement, en tout cas, à A. Par conséquent, l'intersection AB est inclue dans la partie A. De même, cette intersection est, de la même façon, inclue dans B, est une partie de B. Il y a alors ici une question qui se pose. On a vu des cas où l'intersection d'une partie avec une autre partie, c'était la partie initiale. Autrement dit, voici le petit problème que nous rencontrons. À quelles conditions l'intersection de A et de B, de ces deux parties AB, à quelles conditions cette intersection est-elle la partie A elle-même? Alors, un élément qui appartient à la fois à A et à B, ça doit être A lui-même. Bon, c'est-à-dire, si vous voulez encore, puisque de toute façon, l'intersection de A et de B, c'est A, pour qu'on ait cette égalité, il faut donc qu'on ait cette inclusion à l'envers. Il faut qu'on ait A inclus dans l'intersection de A et de B. Il faut donc que tout élément de A appartienne à l'intersection, donc il appartienne à B. Donc, nécessairement, il faut A inclus dans B. Et cette condition est évidemment suffisante pour avoir cette égalité. Vous voyez qu'on peut donc définir l'inclusion que voici à partir de cette égalité qui utilise l'intersection. Eh bien, il serait quand même peut-être bon, j'ai voulu très volontairement encore rester entièrement dans un domaine abstrait.
Je vais donner maintenant quelques exemples concrets d'intersection de deux parties. On va prendre pour ça l'autre tableau, de deux parties d'un ensemble. Eh bien, si je reprends l'exemple concret des auditeurs, ils le méritent bien. Eh bien, prenons par exemple ces deux parties qu'on avait tout à l'heure, savoir l'auditoire féminin et l'auditoire mineur, n'est-ce pas? Grand A, c'était les auditeurs mineurs, grand B, c'était les auditrices. L'intersection de ces deux parties, on pourrait dire que ce sont des jeunes filles, mais elles sont peut-être mariées bien que mineures, ça sera évidemment les auditrices qui sont mineures. Si je reprends maintenant un exemple avec l'ensemble des entiers naturels, je vais aller regarder, je vais prendre comme partie l'ensemble des nombres multiples de 2, les nombres pairs, et l'ensemble des multiples de 3. L'ensemble des multiples de 2, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, etc. L'ensemble des multiples de 3, c'est-à-dire 0, 3, 6, etc. On peut peut-être même donner ici une véritable représentation et pas seulement une simple image. En portant sur une droite, avec une longueur unité, en allant marquer ces points qui sont à une distance 2, 4, etc., 6 de l'origine, et on voit alors ici justement tous les nombres pairs qui sont représentés par ces points. C'est mieux ici, n'est-ce pas, qu'une image grossière. Ce n'est pas de l'imagerie, c'est une véritable représentation des nombres pairs. Si je représente de la même façon les multiples de 3, je trouverai donc 0, et puis ici 3, puis 6. Il est évident qu'après, où rien n'est marqué, on va retrouver ce qu'on avait obtenu entre 0 et 6. C'est-à-dire que pour lire l'intersection des deux parties, je peux me borner à regarder ce qui se passe au départ, ici. Eh bien, les éléments communs, je vois ici 0, et puis décalé de 6, évidemment, le prochain élément commun, ça sera 12. Autrement dit, les nombres qui sont à la fois multiples de 3 et de 2, ce sont les multiples de 6, ce que je peux écrire de cette façon-là. Là aussi, je pose à mes auditeurs le petit problème suivant. Considérons A et B étant deux entiers naturels donnés, considérons les multiples de A et les multiples de B. Quelle est l'intersection de ces deux parties? Il ne faudra pas croire que ça sera aussi simple que dans mon exemple et que ça sera les multiples de AB. Vous allez voir surgir, en examinant la question d'un peu près, en commençant par des exemples, si vous voulez, vous allez revoir surgir un petit peu d'arithmétique. Eh bien, étant donné deux parties A et B, nous avons maintenant une suite d'alternatives. Je reconsidère donc deux parties, grand A et grand B, d'un ensemble E. Étant donné un élément X de E, il y a une première alternative, à savoir, ou bien X appartient à A, ou bien X n'appartient pas à A, c'est-à-dire appartient au complémentaire de A. Mais si nous classons en quelque sorte les éléments de l'ensemble par rapport à ces deux parties, nous allons maintenant, en faisant intervenir la seconde partie, avoir un nouveau classement possible, ou bien ces éléments qui appartiennent à A appartiennent aussi à B, autrement dit, nous allons trouver ici l'intersection, les éléments qui appartiennent à l'intersection de A et de B, ou bien nous avons des éléments de A, mais qui n'appartiennent pas à B, par conséquent qui appartiennent au complémentaire de B, c'est-à-dire à l'intersection de A et de son complémentaire. De la même façon, ici, nous trouvons des éléments du complément de A et de B, ou bien des éléments du complément de A, mais qui n'appartiennent pas à B, donc qui appartiennent au complément. Voyez-vous, par rapport à deux parties données d'un ensemble, nous trouvons donc ici les
quatre possibilités suivantes. On peut représenter tout ça par un petit dessin, c'est ce que je vais montrer ici. Voici mon référentiel, mon ensemble grand E de départ, et voici les deux parties, grand A et grand B. Eh bien, la partie que j'ai appelée 1, l'intersection de A et de B, la voilà, elle est, comme on vous le montre, entre ces deux pommes de terre. La partie qui s'appelle 2, c'est-à-dire les éléments de A, mais qui n'appartiennent pas à B, se trouvent dans cette région que je nomme 2. Les parties de B qui n'appartiennent pas à A se trouvent dans cette région 3. Enfin, les éléments de l'intersection des complémentaires de A et B, qui appartiennent ni à A ni à B, bien qu'appartenant à A bien entendu, se trouvent dans cette région 4. Ainsi, à partir des deux sous-ensembles grand A et grand B, on trouve un fractionnement de l'ensemble initial en 4 parties qui sont évidemment 2 à 2 disjointes. Si je reprends mon exemple d'il y a quelques instants, si je prends comme ensemble E les auditeurs, si je prends comme partie A les auditeurs mineurs, comme partie B les auditrices ou auditeurs féminins, nous avons dit il y a quelques instants que l'intersection de A et de B, c'était donc les auditrices mineures, que représentent par exemple les éléments de la partie 4. Les éléments de la partie 4, c'est-à-dire les auditeurs qui ne sont pas mineurs, donc majeurs, et qui ne sont pas féminins, qui sont donc des auditeurs masculins. Ici, cette partie 4, c'est l'ensemble de tous les auditeurs masculins. Je n'analyserai pas chacune de ces 4 parties. Mais je remarquerai une chose, je remarquerai donc que, étant donné 2 parties grand A et grand B, je peux faire correspondre et ranger dans un certain ordre. C'est ce qu'on appelle aussi un couple de parties. Je peux faire correspondre à ce couple de parties certaines parties de l'ensemble E qui ont été mises en évidence, savoir l'intersection AB, ou bien l'intersection de A et du complément de B, ou bien l'intersection de A bar et de B, ou enfin l'intersection de A bar et de B bar. C'est-à-dire que j'ai en réalité défini 4 opérations qui, étant donné un couple de parties mis dans un certain ordre, me fait correspondre pour une première opération cette intersection. Ici, j'ai une seconde opération pour laquelle on pourrait donner un nom particulier, ce que je ne ferai pas pour ne pas compliquer les choses pour l'instant, mais enfin, il porte un nom, elle porte un nom particulier, n'est-ce pas, cette seconde opération. Et puis, de même, ici, une troisième et une quatrième opération. Bon, nous allons reprendre l'autre tableau, et je vais alors passer à une troisième opération qui va être l'union, on dit aussi la réunion, de 2 parties d'un ensemble. Bon, on va descendre. Donc, union ou intersection de 2 parties d'un ensemble. Je vais repartir, comme tout à l'heure, de 2 parties A et B d'un ensemble E, ce que je peux donc écrire de ces 2 façons. Et ce que je peux représenter par ces 2 dessins. Ici, la partie A, ici, la partie B. Dans mon ensemble E. Ou bien, dans l'ensemble des parties de E,
ici un élément, la partie grand A, un autre élément, la partie grand B. Je me propose de définir à partir des deux parties A et B une troisième partie qui est l'union ou la réunion de ces deux parties. Le simple mot suffit presque à faire deviner de quoi il va être question. Je vais envisager l'ensemble des éléments X de E qui appartiennent à au moins l'une des deux parties A ou B. Et c'est cette partie, grand C, qu'on va représenter de la façon suivante, A union B. Alors vous voyez que ce symbole d'opération, c'est justement la lettre U, la première lettre du mot union. Et vous comprenez pourquoi tout à l'heure on avait mis un symbole comme celui-ci, mais à l'envers, n'est-ce pas? Parce qu'on se demandait bien que voulait dire cette U renversée à propos d'intersection. Bon. Donc ici, l'union des deux parties grand A et grand B va être définie de la façon suivante, définition, X appartiendra à l'union AB, qui est évidemment la même chose que l'union de B et A, puisqu'il s'agit des éléments qui appartiennent à au moins l'une des deux parties grand A ou grand B. Donc, par définition, j'aurai cette équivalence. Ceci signifiera que X appartient à A ou X appartient à B. Vous voyez apparaître ici la conjonction OU. Mais il faut faire très attention à une chose. Cette conjonction OU, en réalité, elle est double. Elle veut dire que X appartient à l'un au moins des deux parties AB, ou bien que, quand on dit OU, ça peut être un ou bien X appartient à A, mais alors n'appartient pas à B. Alors ici, nous prenons le OU non exclusif, c'est-à-dire qu'il s'agit des éléments qui appartiennent à l'une au moins des deux parties grand A et grand B, mais appartenir à l'une n'exclut pas qu'on puisse appartenir à l'autre. Eh bien, dans ces conditions, essayons de faire quelques petits calculs avec cette opération d'union. Si je regarde l'union de A et du complémentaire de A, j'aurai donc à examiner les éléments de mon ensemble E qui appartiennent à A ou au complémentaire de A. Or, tout élément de E appartient en effet soit à A, soit au complémentaire de A, et par conséquent, cette union, c'est l'ensemble E tout entier. Si on essaie de reproduire les petits calculs de tout à l'heure, si je cherche l'union de la partie A avec A, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent au moins à A ou à A, évidemment, il s'agit des éléments de A. Si je cherche l'union de A et de l'ensemble vide, étant donné que cet ensemble vide n'a aucun élément, nous allons donc retrouver A. Si je cherche l'union de A et de E, comme tout élément appartient à E, nous allons donc trouver ici E. Il faut dire que ces propriétés des opérations d'union et d'intersection qu'on trouve ainsi sont peut-être un peu déroutantes. En particulier ici, voici une opération d'union qui, agissant sur la partie A et sur elle-même, reproduit la partie A. On dit que cette opération d'union est idempotente. Eh bien, l'addition ou la multiplication sur les entiers n'est pas idempotente, mais il est très facile de fabriquer des opérations sur les entiers, opération sur grand N. Qui est cette propriété d'idempotence? Prenons une opération bien connue qui consiste à fabriquer peut-être pas grand N parce qu'on aurait du mal à diviser par deux quelquefois, disons des nombres réels. Comme ça, il n'y aura pas d'ennui. Prenons l'opération qui consiste à fabriquer la moyenne de deux nombres, x plus y sur 2.
Eh bien, évidemment, cette opération-là aura la propriété d'idempotence, parce que si je fabrique x plus x divisé par 2, ça me donnera x. Mais l'opération d'addition elle-même ne possède pas cette propriété d'idempotence, bien entendu. Si je continue à détailler les propriétés de l'opération d'union, je suis amené, comme tout à l'heure, à remarquer que, bien entendu, A est inclus dans l'union de A et de B, puisque tout élément de A appartient à A ou à B. Ici, il appartient à A. Et de même, bien entendu, l'union B appartient à l'union de A et de B. On peut même en profiter pour remarquer alors une chose, c'est que nécessairement l'intersection est contenue dans l'union, comme c'est d'ailleurs bien évident sur mon dessin. Mais je m'aperçois tout à l'heure que sur mon dessin, j'ai justement pas couvert de hachures, comme je l'avais fait tout à l'heure, l'union de A et de B. Alors ça, c'est une abstraction que j'aurais pu éviter de vous faire subir. Ici, couvrons de hachures, par conséquent, cette union dont on vient de parler. Si vous n'en avez pas souffert de cette absence de hachures, ça signifie que votre pensée est située déjà maintenant sur le plan très abstrait où, justement, on voudrait bien la conduire. Ne quittons pas cette opération d'union sans en donner un exemple concret. Prenons pour ça l'ensemble des auditeurs, grand E, et comme précédemment, la partie grand A des auditeurs qui sont mineurs et la partie grand B de l'auditoire qui est constituée des auditrices, c'est-à-dire les auditeurs féminins. Qu'est l'union de A et de B? C'est l'ensemble des auditeurs qui possèdent au moins d'une de ces qualités d'être mineurs ou d'être féminins. Autrement dit, ce sont les personnes à sauver en premier lieu en cas de naufrage. Bien. Nous allons alors reprendre l'autre tableau pour nous intéresser à une liaison extrêmement intéressante qui existe entre ces trois opérations que nous venons d'étudier, savoir le complémentaire, l'intersection et l'union. Il s'agit d'un résultat que l'on baptise quelquefois théorème de Morgan ou de De Morgan. Ce théorème nous dit que si je prends le complémentaire de l'intersection de deux parties d'un ensemble, on obtient le même résultat en prenant l'union des complémentaires des deux parties. Essayons de démontrer un tel résultat. Soit, en effet, X un élément de E qui appartient à ce complémentaire de l'intersection. Et par conséquent, ceci signifie que X n'appartiendra pas à l'intersection. Si X n'appartient pas à l'intersection, c'est que ou bien X n'appartient pas à A, ou bien X n'appartient pas à B. Par conséquent, ceci signifie que X appartient au complémentaire de A ou que X appartient au complémentaire de B. Et ceci signifie que X appartient donc à l'union des complémentaires. Alors, je vois que M. Lehmann veut me poser une question. Oui, vous avez appelé ce théorème le théorème de De Morgan. Or, oui. De Morgan est un logicien, alors oui. Ça paraît un peu étonnant. Alors, c'est qu'en effet, ce théorème de De Morgan est énoncé, on le trouve, c'est un énoncé qu'on trouve en logique. Mais il faut dire que depuis quelques instants, nous faisons de la logique depuis le début de la leçon même, puisque nous avons trouvé la négation avec la non-appartenance pour la complémentarité, avec la conjonction et avec la conjonction ou. Et
il faut dire que la démonstration que je viens de faire à l'instant du théorème de Morgan, elle n'est peut-être pas extrêmement satisfaisante parce que je me suis servi pour la faire de propriétés justement logiques de ces conjonctions non et ou. C'est pourquoi d'ailleurs, si on voulait faire d'une façon rigoureuse une telle leçon, il faudrait certainement commencer par faire de la logique. Mais cette logique, si on voulait la faire proprement, ça demanderait beaucoup plus que 15 leçons, et par conséquent, ça nous entraînerait fort loin. Donc, nous nous contenterons de cette démonstration. De ce théorème de Morgan, il est aussi valable en sens contraire, parce qu'on peut l'écrire de la façon suivante. Alors, je repars de ce qu'on vient de découvrir, que l'intersection, le complémentaire de l'intersection, c'est donc l'union des complémentaires. Si je prends les complémentaires de chaque côté, je peux écrire par conséquent complément du complément C intersection AB égale l'union, le complément de l'union des complémentaires. Je suis passé de cette ligne à la suivante, tout simplement en prenant les complémentaires. Si alors je remplace A par le complémentaire de A, B par le complémentaire de B, parce que cette égalité est valable pour toute partie, j'aurai alors que le résultat suivant, c'est que l'intersection des complémentaires est égale alors au complément, c'est-à-dire A, voici. C'est-à-dire, il y a exactement le même résultat que tout à l'heure, mais en sens inverse. Si on prend le complément de l'union, on trouve l'intersection des compléments. Par conséquent, on se trouve en présence d'une situation extrêmement curieuse. On qualifie ceci de dualité. Si je considère dans l'ensemble des parties, si je fais correspondre à toute partie A le complémentaire, eh bien, toute égalité que je trouverai sur les parties avec les opérations indiquées, à condition de changer à chaque fois l'union, l'intersection en union et l'union en intersection, ou bien l'inclusion dans un sens en inclusion dans l'autre, tout ce que je trouverai ici comme résultat, je le retrouverai dans l'autre cas. Il y a cette correspondance, n'est-ce pas, cette théorie, en somme, elle est double. Bon, je reviendrai sur cette question un petit peu difficile, je l'ai présentée là un peu rapidement, lorsque je parlerai des algèbres de Boole. Je ne voudrais pas non plus abandonner cette conjonction ou non exclusive sans dire quelques mots sur la conjonction ou exclusive. Je reprends donc deux parties A et B d'un ensemble E. Et je vais définir une nouvelle opération sur ces deux parties que je vais appeler, symbolisée par delta, qu'on peut appeler l'union exclusive, ou qui s'appelle aussi la différence symétrique, nous dirons tout simplement A delta B, qui va être définie de la façon suivante. X appartiendra à A delta B. Par définition, ça signifiera que X appartient à A, ou alors exclusivement, c'est-à-dire on n'aura pas les deux en même temps, ou exclusif, X appartient à B. C'est-à-dire, on va mieux comprendre si je le représente ici par mon petit dessin. Voilà les deux parties A et B de l'ensemble 1. L'union exclusive, ce sont les éléments qui appartiennent à A, mais alors qui n'appartiennent pas à B. Je couvre de hachures la région du plan où peuvent se trouver ces éléments. Ou bien alors, les éléments appartiennent à B, mais alors n'appartiennent pas à A. Par conséquent, nous avons ici une autre région possible. Voici donc couvert de hachures la différence symétrique ou union exclusive des deux parties A et B. Et nous allons reprendre l'autre tableau pour très rapidement, cette fois-ci,
donner quelques propriétés de cette union exclusive. D'abord, on peut écrire cette opération d'union exclusive avec les opérations que nous connaissons. Si on regarde mon petit dessin, on voit qu'en fait, l'union exclusive de A ou B est l'union de deux parties, savoir l'intersection de A et du complément de B, ce sont les éléments de A qui n'appartiennent pas à B, ou bien, alors ça c'est l'union non exclusive, les éléments de B qui n'appartiennent pas à A. On remarquera bien entendu que cette opération A delta B donne le même résultat que B delta A. Mais une chose plus curieuse est que ça donne aussi le même résultat lorsque on cherche l'union exclusive des complémentaires de A et de B. En effet, si dans cette formule qui vient d'être écrite, on change A en A bar et B en B bar, on va tout simplement intervertir ces deux termes et par conséquent retrouver le même résultat. Vous avez donc l'intersection, l'union exclusive de deux parties qui est la même chose que l'union exclusive des complémentaires. Il serait bon là de donner un exemple concret, mais alors je laisse aux auditeurs le soin d'examiner sur un exemple concret ce curieux résultat. Signalons rapidement les propriétés suivantes. Que se passe-t-il quand on fait la différence symétrique ou union exclusive de A et de A? Que se passe-t-il si on fait l'union exclusive de A et de son complémentaire? Que se passe-t-il pour l'union exclusive avec la partie vide? Et enfin, que se passe-t-il si on fait l'union exclusive avec l'ensemble 1 tout entier? Eh bien, quand on fait l'union exclusive de A avec A, je vais donner les résultats sans les démontrer. On va mettre une petite étoile ici pour montrer qu'il y a un petit travail à faire. L'union exclusive de A avec A, c'est l'ensemble vide. L'union exclusive de A avec le complémentaire de A, c'est l'ensemble plein. Si on cherche l'union exclusive de A et de la partie vide, on trouve A. Et enfin, si on regarde quel est le résultat de cette opération, on trouve le conjugué de A. Les démonstrations de ces résultats sont très faciles et je ne m'y attarderai pas. Il me reste peu de temps pour aborder une nouvelle question et je réserverai donc à la prochaine leçon l'étude des opérations que l'on peut définir sur plus de deux parties d'un ensemble. Je vais signaler une dernière propriété qui s'appelle la loi d'absorption. Étant donné deux parties, A et B, si on examine cette opération, l'union de l'intersection de A et de B avec la partie A, quel est le résultat de cette opération? Eh bien, pour la découvrir, il suffit, ou de même, on peut se poser l'autre question, si j'ai A union B et que je cherche l'intersection avec A, quels sont les résultats de ces deux opérations? Eh bien, pour le remarquer, il suffit de remarquer que, pour le trouver, il suffit de remarquer que A, par exemple, est contenu dans l'union de A avec B. Alors, si je cherche l'intersection de... On peut peut-être même faire un petit dessin, si on veut. Voici ici A, voici B, voici, alors,
je vais démontrer, je vais faire le calcul pour ma deuxième opération. A union B, c'est tout ceci. Qu'est-ce que j'obtiens si je fais l'intersection de l'union de A et de B avec A? L'intersection avec A, évidemment, va me redonner tout simplement A. On va exclure les éléments de B qui n'appartiendraient pas à A. Autrement dit, ici, je trouve A. Ce qu'on aurait pu aussi remarquer, n'est-ce pas, à partir de cette propriété que A est inclus dans A union B. Nous avons presque atteint notre heure de travail. Est-ce qu'il y aurait une petite question à poser? Et je pense qu'il y a une application pratique de l'intersection lorsque l'on utilise des cartes perforées et que l'on effectue un tri. Par exemple, si tout à l'heure, sur des cartes, on avait fait une perforation pour indiquer qu'un auditeur est mineur, et si l'on avait fait également, à côté, une perforation pour indiquer qu'un auditeur est du sexe féminin, à ce moment-là, si avec des aiguilles, on avait essayé de passer à travers le paquet de cartes représentant tous les auditeurs, quand on lève les aiguilles, on aurait eu dans ces aiguilles les auditeurs qui sont à la fois du sexe féminin et qui sont mineurs, les femmes et enfants de tout à l'heure. C'est le procédé qui est effectivement utilisé, en effet, pour faire des triages. Et ce qui montre, n'est-ce pas, que ces opérations qui résultent de considérations logiques absolument élémentaires sont des opérations aussi qu'on trouve concrètement, constamment, n'est-ce pas? Par conséquent, ce que nous avons fait, c'est peu de choses. Nous avons mis en forme, mais des choses que tout le monde connaît. Je crois d'ailleurs que l'on utilise ces notions, qu'on les apprend à des enfants tout petits en dessinant 2 cercles par terre. On leur dit de mettre dans l'un des cercles tous les objets rouges, par exemple, dans l'autre cercle tous les cubes, et ils sont bien obligés à un moment de mettre des cubes rouges dans la partie commune, et c'est là qu'ils découvrent la notion d'intersection. C'est très juste, et là, alors, tout de même, là, j'élève une protestation, et je considère très raisonnable de faire bouger des cubes de couleur à des enfants, mais ce qui est parfaitement, à mon avis, déraisonnable, c'est de leur parler d'intersection à ce propos-là. On peut, autrement dit, leur faire manipuler toutes ces notions d'algèbre abstraite sans toutefois leur dire le langage, sans leur dire les mots, n'est-ce pas, qui sont les mots mathématiques. Parce que les enfants ont une pensée abstraite, c'est vrai, mais pas à un degré suffisant pour qu'ils puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit.